Thème 4. Le monde, l'Europe et la France depuis les années 90, entre coopération et conflit. Chapitre. Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux. Le monde est bipolaire durant la guerre froide, ce qui signifie qu'il y a deux pôles de puissance, avec des idéologies antagonistes, les États-Unis et l'URSS. En 1991, l'URSS implose. De ce fait, le monde devient unipolaire, avec seuls les États-Unis d'Amérique comme grande puissance. On parle alors d'hyperpuissance. Ils sont influents dans le domaine économique, commercial, financier, mais aussi diplomatique et militaire. Une puissance, c'est le hard power, c'est la capacité d'influencer de manière coercitive via l'économie ou encore via le domaine militaire, mais aussi le soft power, capacité d'influencer de manière non coercitive, par la culture par exemple. Il y a également un nouveau domaine, c'est le smart power. Le terme smart power, ou puissance intelligente, fait référence à la combinaison des stratégies de soft power et de smart power, c'est-à-dire la nécessité d'une armée forte, mais aussi d'alliances ou de partenariats. Les États-Unis vont devenir des hyperpuissances, vont opter jusqu'en 2001 au retour du multilatéralisme, c'est-à-dire une volonté de concilier la position de tous les États dans la gestion des relations internationales, et ce, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. En 2001, il y a les attentats du World Trade Center. À partir de ce moment-là, le monde devient multipolaire. On voit alors qu'il y a une résurgence des conflictualités au XXIe siècle. On va alors se demander comment un monde multipolaire, en proie à de nouvelles formes de conflictualité et en quête d'une nouvelle gouvernance mondiale efficace, a-t-il émergé depuis 1990. Sur cette carte, vous pouvez voir le fait qu'il y a des puissances émergentes qui viennent concurrencer des pôles de puissance traditionnels, ainsi qu'une résurgence du nombre de conflits. 1. Les espoirs déçus d'un nouvel ordre mondial états-unien, 1990-2001. A. Un nouvel ordre mondial établi par l'hyperpuissance états-unienne. Comme nous l'avons dit précédemment, en 1991, le monde est devenu unipolaire, avec un seul pôle de puissance, les États-Unis d'Amérique. Ils deviennent alors une hyperpuissance. En 1991, avec l'accord du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, ils vont prendre la tête d'une coalition internationale pour faire la guerre à l'Irak de Saddam Hussein qui a envahi le Koweït. C'est la première guerre du Golfe. Celle-ci montre leur supériorité militaire, leur leadership, ainsi que leur attachement au multilatéralisme, c'est-à-dire la volonté de prendre les décisions privilégiant les négociations et la coopération entre les pays. Les États-Unis entendent alors mettre en place un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis. Après 1992, sous la présidence de Bill Clinton, les États-Unis vont se présenter comme les gendarmes du monde. Ils souhaitent imposer la démocratie dans l'ensemble des pays. Ils vont alors multiplier les interventions. Par exemple, ils vont lutter contre les dictatures en Somalie de 1992 à 1993 ou encore à Haïti en 1994. Ils vont aussi jouer le rôle d'arbitre dans les conflits régionaux. De cette façon, ils vont régler le conflit israélo-palestinien grâce aux accords d'Oslo en 1993. Ces accords vont marquer le début d'un processus de paix israélo-palestinien et vont créer une autorité nationale palestinienne sur une partie des territoires occupés par Israël. En 1948, le Parti nationaliste blanc va remporter les élections et va mettre en place l'apartheid, c'est-à-dire une politique de séparation des races. Cette séparation va multiplier les lois pour limiter les droits et les libertés des personnes noires, métisses ainsi que des Indiens. Sauf que progressivement, à partir de 1985, le régime d'apartheid d'Afrique du Sud va être très affaibli. Il va être contesté par différents éléments. Tout d'abord, il va être contesté par les pressions internationales de l'Organisation des Nations Unies qui va défendre le droit à disposer d'eux-mêmes. Ensuite, il va être contesté par les suspensions des exportations vers l'Afrique du Sud par les différentes grandes puissances. On appelle cela un embargo. Et enfin, pour lutter contre ces discriminations, des hommes comme Nelson Mandela vont tenter de lutter contre toutes ces discriminations. Ils vont tenter notamment de mettre en place l'ANC. C'est le parti politique qui lutte contre le régime de l'apartheid. L'ANC va dans un premier temps lutter de manière pacifique avant de passer dans le terrorisme. Ceci va aboutir à la suppression du régime de l'apartheid en 1991 grâce à De Klerk, l'homme ici à gauche. Cette décision va être confirmée par le référendum de 1992 et Nelson Mandela, quant à lui, va obtenir le prix Nobel de la paix en 1993. B. Désillusion et limites du multilatéralisme. La fin du bloc de l'Est communiste va libérer les revendications nationalistes. À partir de 1991, les différentes nationalités de Yougoslavie vont prendre leur indépendance, c'est le cas notamment de la Croatie, de la Slovénie ou encore de Macédoine.
Rapidement, les Serbes vont s'imposer dans la région. Vont alors se développer des nettoyages ethniques, aussi appelés purification ethnique, c'est-à-dire une politique délibérée menée par un groupe ethnique pour chasser par la violence et la terreur d'autres populations des territoires qu'ils convoitent. De nombreux massacres vont être mis en place, comme celui de Srebrenica en 1995. L'Organisation des Nations Unies va se retrouver impuissante dans cette situation et ne va pas parvenir à régler le conflit. L'OTAN va réussir, en mettant en place les accords de Dayton en 1995, à stopper la guerre en Bosnie. Dans le même temps, au Rwanda, un massacre de masse se passe dans le cadre d'un conflit intra-étatique. Un conflit intra-étatique est un conflit qui se produit à l'intérieur des frontières d'un État. Ces derniers se multiplient dans le monde. En 1994 se produit le génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Ce dernier va faire 800 000 morts en 100 jours, selon l'Organisation des Nations Unies. Il y aura un manque d'action de la communauté internationale qui va générer un véritable bain de sang qui sera dénoncé. En bilan de la première partie, il faut noter que la fin de la guerre froide en 1989 semble alors ouvrir la voie à un nouvel ordre mondial pacifié, mais que cet espoir est rapidement démenti par les faits. Loin de disparaître, les conflits vont se multiplier et prendre de nouvelles formes. L'Afrique, quant à elle, va être en proie aux guerres civiles et le monde est à la recherche d'une gouvernance mondiale. Grand 2. De nouveaux désordres dans un monde devenu multipolaire de 2001 à nos jours. A. De nouvelles conflictualités, guerres asymétriques et terrorisme islamiste. Dans les années 1990, les États-Unis doivent faire face à la nouvelle menace du terrorisme islamiste. Le terrorisme désigne l'usage de la violence pour créer un climat de terreur pour imposer ses idées, alors que l'islamisme est une doctrine voulant faire de l'islam un fondement idéologique de la vie politique et sociale d'un pays en rejetant les valeurs occidentales. De ce fait, il va y avoir des attentats contre les ambassades américaines au Kenya ainsi qu'en Tanzanie en 1998. Comme on peut le voir en bas à droite de ces documents, ces attentats sont perpétrés par Al-Qaïda, dirigé par Oussama Ben Laden depuis 1989. Ce dernier va mener une série d'attaques terroristes le 11 septembre 2001 qui va plonger le pays ainsi que le monde dans un état de choc. Ce sont les symboles des États-Unis d'Amérique qui sont attaqués. Pour réagir à cela, George W. Bush, président états-unien de 2001 à 2009, va souhaiter attaquer les terroristes dans leur camp d'entraînement dans les pays étrangers. L'Organisation des Nations Unies va autoriser la première intervention en Afghanistan en 2001. Cependant, George Bush va souhaiter intervenir en Irak de Saddam Hussein à partir de 2003. Cependant, l'Organisation des Nations Unies va refuser. Les États-Unis vont tout de même décider d'y aller, ce qui va créer un scandale aux yeux de la communauté internationale qui juge cette décision unilatérale, c'est-à-dire que les États-Unis prennent cette décision seuls, ce qui va être critiqué dans le monde entier. S'ils obtiennent des victoires rapides, les États-Unis ne parviennent pas à pacifier les pays qu'ils occupent, comme l'Afghanistan ou encore l'Irak. Ils y mènent des conflits asymétriques, c'est-à-dire des conflits aux moyens militaires inégaux. Par exemple, ils ont une armée contre des mouvements de petits groupes terroristes. Le président américain, Barack Obama, de 2009 à 2017, va décider d'enlever progressivement les troupes en Irak en 2011, puis petit à petit en Afghanistan à partir de 2014. Cependant, les attentats islamistes vont se multiplier dans le monde. Le groupe État islamique appelé Daesh va même se créer un État au nord de la Syrie en 2014. Et ils vont poursuivre leurs nombreux attentats dans le monde, comme ceux qui ont touché la France en 2015. B. Une nouvelle hiérarchie des puissances. Poussées par une forte croissance économique, les puissances des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud vont développer leurs ambitions régionales. La Chine est la seconde puissance économique mondiale depuis 2010 et souhaite jouer un rôle à l'échelle mondiale. La Russie de Vladimir Poutine, quant à elle, retrouve également une place de premier rang à l'échelle internationale dans le domaine diplomatique. Le monde devient alors multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs puissances. Le Moyen-Orient, quant à lui, est riche en hydrocarbures. Il est le théâtre de rivalités croisées entre les puissances régionales comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou encore l'Iran, mais également mondiale avec les États-Unis et la Russie. En 2014, une coalition internationale dirigée par les États-Unis va intervenir contre Daesh en Syrie et en Irak. La Russie, quant à elle, va mener ses opérations de son côté pour détruire l'État islamique, mais aussi pour soutenir son allié dans la région, le dictateur syrien Bachar al-Assad. 3. Quelle gouvernance mondiale à l'épreuve des défis contemporains? A. Faire face à de nouveaux enjeux globaux. Les tensions persistent, notamment dans l'arc des crises du Sahara au Pakistan. De surcroît, il faut savoir que le conflit israélo-palestinien n'est toujours pas réglé.
et que la menace nucléaire revient, notamment depuis que la Corée du Nord a annoncé redémarrer son programme nucléaire en 2002, suivi en 2005 par l'Iran. De plus, il faut voir que de nombreux actes de piraterie se multiplient dans les eaux territoriales, notamment à cause de l'augmentation des flux par voie maritime qui représentent plus de 90% du commerce mondial. Le risque de cyberguerre se développe de plus en plus avec la dématérialisation des flux, notamment des flux financiers. Et enfin, la multiplication des actes terroristes à travers le monde. La mondialisation a souligné également les différentes problématiques sociales et environnementales qui se sont imposées dans le débat public dès les années 1990. Le défi du réchauffement climatique qui nécessite une coopération multilatérale, ainsi que les pandémies, avec la crise du coronavirus qui a éclaté au printemps 2020 et qui montre que le monde est également vulnérable face à une pandémie. Ceci met en avant le fait que l'on a besoin d'une véritable coopération multilatérale. L'Organisation des Nations Unies va chercher à renforcer cette coopération en organisant notamment de grands sommets internationaux sur le climat, les COP. Les COP sont des réunions annuelles des États du monde pour négocier et mettre en œuvre des mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Le GIEC, quant à lui, est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un organisme scientifique créé par l'ONU en 1988 et qui est chargé d'évaluer les changements climatiques, ses effets et les solutions envisageables. La CNUCC, quant à elle, c'est la Convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, est adoptée en 1992 lors du sommet de Rio et est le premier traité international qui, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, cherche à remédier au changement climatique. La gouvernance mondiale se retrouve alors face à différents défis. B. Entre coopération limitée et tentative de repli sur soi. La multiplication des puissances rend leur coopération indispensable, en particulier pour affronter les défis globaux, comme ceux évoqués précédemment. Cependant, les coopérations pour faire face à ces défis restent limitées. En effet, le multilatéralisme économique défendu par l'OMC est en crise. Les divergences entre les pays développés et les pays en développement font échouer bien souvent les négociations. De plus, il faut voir qu'il y a une multiplication des acteurs et une multiplication des accords bilatéraux ou des organisations régionales comme l'ALENA, l'Union européenne, qui rendent plus difficile une entente entre les différents pays. À cela, il faut ajouter qu'en 2015, tous les États ont signé les accords de Paris sur le climat pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés d'ici la fin du siècle, sauf que les États-Unis de Donald Trump se sont retirés de ces accords en 2017. De plus, l'Organisation des Nations Unies traverse des difficultés. En effet, si plus de 100 000 casques bleus sont déployés aujourd'hui dans l'ensemble du monde, il faut voir qu'il y a un désengagement progressif des États-Unis et un veto récurrent des membres du Conseil de sécurité qui vont paralyser l'institution. Il faut à cela ajouter encore que le Haut Commissariat des réfugiés, aussi appelé HCR, qui doit protéger et assister les réfugiés, n'a pas les moyens nécessaires de le faire pour remplir sa mission, alors que dans le même temps, le nombre de réfugiés augmente depuis 1996. Il faut bien faire la différence entre un réfugié et un déplacé. Un réfugié, c'est une personne qui a fui son pays, alors qu'un déplacé, c'est une personne qui est déplacée dans une autre région au sein de son pays. Un réfugié ou un déplacé peut être un réfugié politique, économique ou encore environnemental. Enfin, la justice internationale qui réapparaît après la guerre froide via la mise en place de tribunaux internationaux, puis de la mise en place de la Cour pénale basée à La Haye, qui est compétente pour juger des crimes, des génocides, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, souffre d'un manque de coopération entre les nouveaux États. Dans ce contexte troublé, on constate un certain repli sur les intérêts nationaux. Certains pays oscillent donc entre le multilatéralisme et donc les décisions internationales, alors que d'autres, quant à eux, tendent vers l'isolationnisme. En conclusion, de 1991 à 2001, un nouvel ordre mondial dominé par les États-Unis d'Amérique apparaît. Ils deviennent les gendarmes du monde. C'est une hyperpuissance, c'est-à-dire une puissance complète, qui agit dans le cadre du multilatéralisme. Dans le même temps, il y a des conflits, notamment la fin de l'apartheid en Afrique du Sud grâce à la lutte de Nelson Mandela dans le cadre de l'ANC, qui est soutenue par De Clercq. Il y a également des conflits à l'intérieur des États, des conflits intra-étatiques, en ex-Yougoslavie lors de son implosion en 1991, mais également le génocide rwandais en 1994. Le 11 septembre 2001, des attentats mettent fin à l'hyperpuissance américaine. Nous entrons dans un monde multipolaire où de nombreux conflits et de nouvelles rivalités émergent.
Il y a tout d'abord l'affirmation des puissances émergentes, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, ainsi que l'Afrique du Sud. D'autre part, il y a de nouvelles conflictualités, avec la mise en place de guerres asymétriques, le développement de Daesh et la multiplication des attentats dans l'ensemble du monde. Les États-Unis passent du multilatéralisme à l'unilatéralisme et s'enlisent progressivement en Irak et en Afghanistan avant que Barack Obama déploie un retour progressif des troupes à partir de 2011. La gouvernance mondiale se retrouve donc face aux défis contemporains. Tout d'abord, les défis environnementaux. On voit qu'il y a une prise de conscience internationale face au dérèglement climatique et la volonté de mettre en place différentes politiques. Mais le retrait des États-Unis des accords de Paris en 2017 fragilise cette volonté. Il y a également la mise en place d'une justice internationale, mais il y a un manque de coopération de nombreux États. Et enfin, il y a le développement du HCR pour gérer les réfugiés et les déplacés qui sont de plus en plus nombreux, mais cet organisme manque grandement de moyens.